À quelques 72 heures de l'arrivée du pape François en RDC, le gouvernement décrète le mercredi 1er février 2023 une demi-journée chômée dans la ville de Kinshasa, une décision qui émane de la réunion que le Premier ministre Sama Lukonde vient de présider ce week-end. Lancement ce lundi du dégazage du golfe de Kabuno à Goma par le ministre des Hydrocarbures. Le gouvernement tient à éradiquer ce danger permanent pour les populations des provinces du Nord et Sud Kivu en cas d'une explosion lors d'une éventuelle éruption du volcan. Législative en Tunisie, un second tour marqué par l'abstention. La majorité des Tunisiens se préoccupe plus des problèmes économiques que celui du vote de ce dimanche. Bienvenue à tous sur Télé 50. On ouvre avec les préparatifs de l'arrivée du pape en RDC, faisant la restitution de la réunion tenue avec le Premier ministre devant la presse. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a déclaré que la demi-journée de mercredi 1er février est chômée. L'avant-midi de mercredi sera chômé dans la ville de Kinshasa pour permettre aux fidèles d'aller aux services religieux, notamment la messe papale prévue à l'aéroport d'Ndolo. Il n'y aura pas de classe pour les enfants. Les heures ouvrables seront dans l'après-midi. On l'écoute. L'événement, mais dans un contexte général par rapport à la situation du pays aussi. Cette deuxième réunion fait suite à la réunion que le Premier ministre a présidée les jeudis derniers avec l'Église, où nous avions passé en revue tous les derniers détails par rapport à l'événement que nous attendons tous dans les 72 heures qui viennent. Déjà, aujourd'hui, nous pouvons annoncer que la journée du mercredi, qui est la journée de la messe papale, sera une demi-journée. Les heures ouvrables seront plutôt les après-midi pour permettre aux fidèles les avant-midi de se rendre au service religieux, mais que ces jours-là, il n'y aura pas classe. Il faut que cela soit bien clair, comme ça les parents savent que mercredi, il n'est pas question de se stresser pour se lever tôt pour amener les enfants à l'école. C'est une des précisions, une des décisions qui est ressortie de cette réunion. Mais on a eu l'occasion d'avoir un briefing aussi sur la santé, comment elle sera prise en charge, les personnels médicaux mobilisés, les autres dispositions. Évidemment, c'est une réunion qui sera poursuivie parce qu'il y a d'autres détails, notamment la désignation finale des différents points focaux, d'autres petites réunions qui doivent se tenir pour que demain, lorsqu'on va se retrouver, qu'on soit sûr de tout les déroulés et que toutes les dispositions aient été prises pour que cela soit une réussite totale. Le ministre des Hydrocarbures séjourne depuis dimanche à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. C'est pour lancer dès ce lundi 30 janvier le dégazage du golfe de Kabuno qui constitue un danger permanent pour les populations des provinces du Nord et Sud Kivu en cas d'une explosion lors d'une éventuelle éruption du volcan. Didier Boudimbo signale que le gouvernement reste déterminé à matérialiser ce grand projet qui, au-delà de sécuriser la population, devra créer de l'emploi. À l'aéroport international de Goma, le ministre des Hydrocarbures a été accueilli au pied de l'avion par le vice-gouverneur du Nord Kivu, Didier Boudimou, et au chef-lieu du Nord Kivu pour matérialiser ces grands programmes du gouvernement congolais pour sauver des vies contre toute éventuelle explosion du gaz méthane du lac Kivu. Nous savons tous le danger que le gaz toxique pouvait causer à la population de Goma et toutes les populations qui sont aux environs de la ville de Goma, du lac Kivu en général. Et nous savons tous que le gouvernement, le chef de l'État était déterminé à pouvoir régler cette situation. Et là, nous sommes en train d'aboutir par la concrétisation de ce dégazage industriel. Donc, je suis venu pour lancer le commencement de ce dégazage. Donc, c'est juste la concrétisation d'une volonté du chef de l'État et du gouvernement. Ce projet de dégazage du golfe de Kabuno est salué par plusieurs habitants et notables de Goma, car cela va aussi créer d'emplois. C'est une nécessité absolue parce que le gaz méthane constitue une menace pour la population de la région et aussi c'est une opportunité de création d'emplois. Donc nous pensons que c'est le moment pour procéder à ces travaux. D'ailleurs, ça devrait intervenir depuis bien avant et comme ça va démarrer demain, nous saluons le démarrage de ces travaux. Il faut noter que le lac Kivu renferme dans l'ensemble 66 milliards de normomètres cubes du gaz méthane pour des fins économiques et 300 milliards de normomètres cubes de dioxyde de carbone dissous dans ces eaux.
Et ici à Kinshasa, le ministre intérimaire des Transports, Voies de communication et Désenclavement marqué qu'il a procédé au lancement de l'opération d'implantation des panneaux de signalisation routière avant de visiter le bateau Ikanda au chantier naval de Ndolo. Le gouvernement congolais entend par ses actions donner une réponse rapide face aux nouveaux cas d'accidents fluviaux. Un samedi 28 janvier, sous la casquette d'un ouvrier pour Marc Ekilali Kombo, ministre intérimaire de Transport, Voies de communication et des Désenclavements. Accueilli par le président de la Commission nationale de prévention routière, Jean-Robert Matalatala, Maître Marc Ekila a mis ses gants et procédé au lancement de la cérémonie d'implantation de panneaux de signalisation routière. 1000 panneaux vont être implantés à Kinshasa, dont 500 pour cette première phase. Le choix du lieu est symbolique devant le complexe scolaire Kimbuta, à la hauteur du rond-point Moulard. Les écoliers y traversent régulièrement à la sortie de l'école. Une route, ce n'est pas que la chaussée, mais une route aussi, ce sont des panneaux de signalisation. Vous serez d'accord avec moi que nous avons eu beaucoup de problèmes parce que nos routes ne parlent pas. De lancer un appel aux conducteurs. Les conducteurs doivent vraiment apprendre à regarder, à respecter les panneaux. En vrai homme de terrain, Maître Marc Ekila a repris son périple en direction du chantier naval de la STPS à Ndolo. En effet, le gouvernement congolais veut répondre au cas de naufrage à répétition sur le fleuve Congo. Pour ce faire, il faut disposer des embarcations adaptées pour sécuriser le voyageur et réduire progressivement le taux d'accidents fluviaux causés par le baleinière en bois. Je suis descendu au chantier naval justement pour voir le matériel dont dispose la STP pour, dans un premier temps, commencer à faire face à ce phénomène qui devient très récurrent. Ikanda, ce bateau de 2 moteurs, 3 cylindres de 375 chevaux est capable de transporter plus de 1000 tonnes de marchandises et répondre aux défis de la navigation fluviale de population. Après Mbujimayi, le pôle Est de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité ARE est opérationnel depuis samedi 28 janvier 2023. Le pôle Est de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité est opérationnel depuis ce samedi 28 janvier 2023. Situé au numéro 123 du boulevard Karissimbi dans la commune de Goma, dans la ville éponyme au Nord Kivu, il a été inauguré par Alain Kitumaini, coordonnateur du cabinet du conseiller principal de ressources hydrauliques et électricité qui a représenté le gouverneur provincial Constant Ndima Kongba. Je rassure les animateurs de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie, ici présent, que l'exécutif provincial sera toujours à leur côté pour la réussite de leurs activités. Pour sa part, le directeur général adjoint de l'ARE, Maître Marco Kouyou, qui a représenté Dr Sandrine Galula, a pris la parole devant les autorités provinciales conviées à la cérémonie pour préciser que le pôle inauguré est qualifié de pôle Est parce qu'il va réguler le secteur de l'électricité dans l'espace Grand Kivu composé de 3 provinces. D'après Maître Kouyou, le bureau ouvert a entre autres priorités la définition du périmètre de distribution de chaque opérateur et procéder à la régularisation de leurs permis. L'inauguration de ce deuxième pôle de l'ARE n'a pas laissé le directeur Pascal Chimbalanga indifférent. Nous avions relevé ces paris, ces défis de déployer l'ARE après notre mission de prospection du mois de novembre ici dans la province du Nord Kivu. Nous avions pu prendre des contacts nécessaires pour rendre ces pôles opérationnels grâce au management de notre directeur général, Madame Sandrine Galula-Moubenga. Au dialogue sur la prospérité de l'Afrique qui se tient au Ghana, le ministre congolais du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a dénoncé la stratégie de la croissance économique du Rwanda basée sur la déstabilisation de la RDC. Il a également exigé le retrait des rebelles du M23 du sol congolais tout en fustigeant le non-respect de Kigali aux engagements africains et internationaux. En prélude du sommet des chefs d'État africains qui se tiendra ce 28 janvier au Ghana, le ministre congolais du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a au cours du dialogue entre chefs d'entreprise et responsables politiques demandé aux dirigeants africains d'exiger de Paul Kagame le retrait de son armée de la RDC.
Il a en outre fustigé le non-respect des engagements africains et internationaux et dénoncé le pillage des ressources des Congolais. Il est contradictoire de parler de l'intégration, de parler de la prospérité économique de l'Afrique et avoir des États qui ne respectent rien. Nous avons pris 3 accords et je termine par là. L'Union africaine a impulsé... Je termine, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. L'Union africaine a décidé d'envoyer une mission de facilitation conduite par le président angolais. Des accords ont été signés. L'East Africa Community est dans la facilitation avec l'ancien président Uhuru Kenyatta. Mais qu'est-ce qui fait que le Rwanda ne puisse pas retirer ses forces? Au cours de sa deuxième intervention, au dialogue sur la prospérité de l'Afrique, Jean-Lucien Boussa a encore une fois dénoncé la stratégie de la croissance économique du Rwanda basée sur la déstabilisation de la RDC en organisant une économie de rapine. Les décisions qui s'imposent. Lorsqu'un pays s'érige en donneur de leçons, en réalité c'est le perturbateur de la sécurité dans la province, dans la région des Grands Lacs, et c'est depuis plus de 20 ans. Je ne suis pas d'accord avec ça. J'aurais dû quitter la salle avec toute ma délégation, mais je suis là par respect au Ghana. Merci. Olalaba, Christian Mukunto, bourgmestre sortant de la commune rurale de Fungurumé, a remis les clés du centre de santé moderne de Manopia au gestionnaire. La cérémonie s'est déroulée en présence de son adjoint et de quelques habitants de ce coin. Maternité, pédiatrie, médecine interne, pharmacie et petite chirurgie sont là les services organisés au centre de santé Manomapia que le bourgmestre sortant de la commune de Fungurumé, Christian Mukunto, a remis à la zone des santé de cette entité. La cérémonie des remises de clés s'est déroulée en présence de son adjointe, Madame Armandine Moukekwa, et du chef de quartier, sous l'assistance de la population venue pour l'occasion. Du centre de santé. Une visite guidée a été organisée par la suite afin de découvrir ce cadre. Satisfaits, les habitants du coin qui se sentent plutôt soulagés n'ont pas manqué un mot de remerciement adressé à l'endroit du bienfaiteur. Manake gisi tunaanza kuvivre kumanomapia atukuanza kuvivre sasa tukumumukini mais après wakati tunafika mniveau ya kulalamika kubakubwa banaleta ma réponse ile kureyele tunavivre na macho tunapalpe. Par la même occasion, le bâtisseur Christian Mukunto a visité les travaux de construction du palais de justice situé au centre Fungurumé, dont les travaux sont presque finissants. Très flatté par la qualité du travail abattu, l'homme veut voir l'élan de développement continuer même après son départ, comme le veut le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui travaille effectivement pour le peuple. Il est à noter que c'est grâce à la redevance minière payée régulièrement par TFM que ces réalisations ont été rendues possibles. Premier conseil des ministres du parti politique Alliance des paysans et indépendants API autour de leur autorité morale Joseph Kokoniangi pour réfléchir sur le processus électoral en cours et les enjeux de l'heure. Le parti dit attendre le mot d'ordre de Joseph Kabila, autorité morale du FCC, afin de se lancer ou pas dans le processus déjà entamé. À l'Alliance des paysans et indépendants, les choses bougent chaque jour qui passe et elles se bousculent suivant les rythmes des échéances électorales. Après des diverses nominations à la diaspora congolaise et à l'intérieur du pays, l'autorité morale, le professeur Joseph Kokoniangi Witanene, a réuni le premier conseil des ministres pour parler des enjeux de l'heure en RDC. Et alors, sur cette réunion du conseil des ministres, nous avons traité plusieurs points. Et dans le roulement, nous avons attendu le mot d'ordre de notre autorité morale du FCC. Et jusque-là, membres des API, nous ne sommes pas encore enrôlés. Nous attendons le mot d'ordre de notre autorité morale. Et cela ne veut pas dire que nous sommes contre les élections. Le même jour, le président interfédéral du Grand Katanga a organisé le conseil interprovincial des alliances des paysans indépendants dans la salle des réunions de l'hôtel Lubumbashi de la ville portant le même nom. L'objectif étant de redynamiser et consolider le parti pour les grandes décisions de l'heure. On a réitéré les mêmes recommandations du parti en choisissant Joseph Kabila Kabange comme notre candidat ou le candidat de son choix. Les réunions se multiplient à chaque instant en attendant les mots d'ordre de l'autorité morale Joseph Kabila Kabange pour donner les go ou non. Entre-temps, l'Alliance des paysans et indépendants ne dort pas.
On en vient aux nominations au sein de la nouvelle Alliance des générations pour la République, AGRN en sigle, parti politique que dirige le professeur Adolphe Lumanou. La dernière en date est celle de Éric Gouénié, investi comme président de l'interfédéral de Kinshasa, porteur d'une mission, celle de la social-démocratie, mais aussi d'une vision, celle de Félix Tshisekedi, dont il soutient les actions. C'est désormais lui qui va porter le flambeau du parti politique Nouvelle Alliance des générations pour la République à Kinshasa. Éric Gouénié, investi en qualité d'interfédéral, devra faire appliquer l'idéologie de la social-démocratie qui caractérise cette formation politique, membre de l'Union sacrée de la nation et chère au professeur Adolphe Lumanou. Celui qui va devoir porter les flambeaux du parti au niveau de Kinshasa. Celui qui va devoir, je veux dire, avoir le bâton de commandement au niveau de tous les districts qui composent la ville de Kinshasa. Je voudrais inviter notre aimable camarade Éric Gouénié qui s'élève sous vos applaudissements. Mettant l'homme au centre de tout, l'AGRN milite pour l'égalité, la justice et la solidarité, des valeurs qui constituent le socle même de son action politique aux côtés du chef de l'État. Face aux enjeux de l'heure, le nouvel investi a pour objectif notamment de réarmer le moral des militants afin d'accompagner les actions de Félix Tshisekedi qu'il porte comme candidat aux prochaines échéances électorales. Et face à l'instrumentalisation de la justice et le détournement à répétition des deniers publics, l'affairisme, le clientélisme, la signature des accords internationaux non soumis à ratification sans en informer le Parlement, qui est d'ailleurs considéré comme une caisse de résonance, la sénatrice Bijou Ngoya quitte l'Union sacrée et retire son soutien au chef de l'État. Elle l'a dit dans une déclaration tenue ce week-end. En mars 2019, réélue sénatrice de la province du Haut-Katanga, je faisais partie du noyau de 13 sénateurs qui, dès le début de la magistrature et bien avant même les consultations nationales d'octobre et novembre 2020, avaient réitéré l'engagement de soutenir et d'accompagner contre vents et marées le nouveau président de la République dans sa vision caractérisée par des objectifs bien précis de son programme d'action durant l'exercice de son mandat au sommet de l'État. Fort malheureusement, de nos jours, les conditions de vie au pays continuent à se dégrader. Face à cette gestion sombre et chaotique, le régime en place a suffisamment démontré ses limites. C'est pourquoi, pour toutes les raisons évoquées si haut, je retire mon soutien au président de la République et reprend ma liberté politique. Tirant toutes les conséquences politiques qui découlent de cette déclaration, je démissionne de mon poste de président du groupe politique Les Démocrates au Sénat et m'inscris sur la liste des sénateurs non inscrits de notre Chambre. Par ailleurs, je reste ouverte à toute alliance politique engagée à promouvoir la bonne gouvernance caractérisée par une gestion responsable et orthodoxe des affaires et des ressources publiques. En bref, législative en Tunisie, les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche à 8h. Près de 8 millions de Tunisiens sont appelés aux urnes pour ce second tour, un scrutin qui se déroule dans un contexte économique et politique morose alors qu'une majorité de l'opposition a décidé de ne pas y participer. Au premier tour, le taux de participation établi dans un premier temps à 8,8% a rehaussé à 12,12%. C'est le score de participation à une élection le plus bas depuis la révolution de 2011. Place au rappel des principaux titres. À quelques 72 heures de l'arrivée du pape François en RDC, le gouvernement décrète le mercredi 1er février 2023 une demi-journée chômée dans la ville de Kinshasa. Une décision qui émane de la réunion que le Premier ministre Sama Lukonde vient de présider ce week-end.
Lancement ce lundi du dégazage du golfe de Kabouno à Goma par le ministre des Hydrocarbures. Le gouvernement tient à éradiquer ce danger permanent pour les populations des provinces du Nord et Sud Kivu. Législative en Tunisie, un second tour marqué par l'abstention. La majorité des Tunisiens se préoccupe plus des problèmes économiques que celui du vote de ce dimanche. Merci de votre attention. Le journal revient dans moins d'une heure. Portez-vous bien. L'actualité reste en continu.